Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit déj freelance. Avec moi, et c'est une première, Margot Duna de chez Little Big Connection. Et puis notre invitée, Flavie Prévost. Qui, je pense, est assez connu de l'écosystème freelance aujourd'hui. Salut Flavie, bienvenue. Salut, merci. Merci pour l'accueil. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Merci à toi pour avoir accepté notre invitation. J'espère que vous avez toutes les deux votre thé, votre café. J'espère que vous êtes prêtes pour cette heure de live ensemble. Regarde, moi, je suis même sponsor. T'as les goodies qui sont prêts. Ok, bah écoutez, c'est parfait. Alors, comme à l'accoutumée, on va présenter rapidement le petit déj freelance pour ceux qui ne connaissent pas le concept. Margot, je te laisse l'honneur. Avec plaisir. Alors du coup, le petit-déj, c'est un moment d'échange avec un acteur de l'écosystème freelance qui va nous parler d'une thématique en général appuyée par son expérience, son expertise et ses conseils. Et à chaque live, on accueille un ou une intervenante différente. Donc aujourd'hui, c'est Flavie Prévost qui a créé le Board, qui est un média qui accélère les solopreneurs et qu'on laissera se présenter plus en détail juste après. Effectivement. Et comme à l'accoutumée, du coup, le petit déj freelance est présenté par Portalia et Little Big Connection. Portalia que je représente, qui est une société de portage salarial, qui accompagne du coup les indépendants à se lancer, notamment contractuellement et administrativement. Et donc, Margot, toi, tu représentes Little Big Connection. C'est ça, exactement. Et Little Big Connection, c'est une plateforme qui permet aux freelances de trouver des super projets, des super missions chez des clients, notamment grands groupes. J'ai des super clients aussi. Et des super clients aussi, bien sûr. Eh bien, alors, qui dit 9e édition dit que forcément, on a vu beaucoup de sujets ensemble jusque-là. On a parlé réseau, on a parlé LinkedIn, on a parlé formation, on a parlé business aussi avec le développement commercial. Aujourd'hui, on a un nouveau thème que nous présente et que connaît excellemment bien Flavie. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, Margot, et on va lancer Flavie sur le sujet. Bien sûr, oui. Comme à chaque live, on essaiera d'en savoir un peu plus sur notre invité. Et Flavie, ensuite, tu nous délivreras tes clés pour diversifier son activité en tant que freelance. Donc, si ça te va, je vais te laisser te présenter, nous dire qui es-tu, comment t'en es arrivé là où t'en es aujourd'hui. Avec plaisir, avec la petite voix enrouée du podcasteur du matin. Non, ça me fait plaisir d'être avec vous. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi dans la vie? Déjà, moi, je suis un peu un animal de grand groupe. Sans doute, si vous bossez avec des clients en grand groupe, moi, j'étais dirigeante en grand groupe avant. Et je suis devenue freelance un petit peu par hasard. Enfin, j'ai voulu créer une start-up, je suis allée dans un incubateur et en fait, le produit minimum viable, c'était moi. Je suis allée faire du freelancing dans des entreprises pour tester. Et là, j'ai eu un coup de foudre pour la vie de freelance. Et je me suis dit, ah, mais c'est génial, en fait. Moi, j'étais top manager avant, je passais ma vie à manager des gens, tout ça, j'avais plus le temps pour être créative et tout ça. Et là, je trouve que le côté artisan, refaire des choses par soi-même, rencontrer des équipes différentes, changer d'entreprise, ça m'a beaucoup plu. Et donc, c'est un peu comme ça que je suis devenue freelance. Et c'est important aussi pour l'histoire de la diversification parce que quand on devient freelance un peu plus tard, je ne veux pas dire que je ne suis pas déjà senior, hein, quand même ça va, mais je sais pas, j'ai 38 ans, donc j'avais déjà une situation professionnelle, des enfants, tout ça, donc je gagnais bien ma vie. Et du coup, pour moi, devenir freelance, ça n'a pas été évident parce qu'il a fallu que je trouve une compétence freelançable parce qu'on manager 600 personnes, ça ne sert à rien quand on est freelance. Enfin, en tout cas, pour faire de l'exécution, on va dire tous les jours. Donc voilà, donc j'ai un peu tâtonné. Et puis surtout pour gagner aussi bien ma vie que ma vie d'avant, c'était pas évident de vendre mon temps. Donc tout de suite, moi, je suis partie dans le mode du soloprenariat diversifié. Je vais vous raconter ce que c'est. À l'époque, je savais pas du tout que c'était ça, hein. J'ai juste fait ce que j'ai pu pour, pour, je sais pas, pour gagner de l'argent. Et donc voilà, et surtout mon aventure aussi, elle est intimement liée au board. Mon podcast, un peu plus qu'un podcast, maintenant je dirais c'est un média parce qu'il y a des articles, il y a les réseaux sociaux, tout ça. Et en fait, le board, c'est vraiment ma mue de dirigeante à solopreneur où en gros, on dit souvent, je suis au board, je suis au comité de direction, je suis au COMEX, tout ça. Moi, c'était mon cas. Et quand on est solo, on n'a plus de board. Donc, on n'a plus de directeur marketing, on n'a plus de directeur financier. On doit tout faire tout seul, ce qui n'est pas évident. Et parfois, on galère un petit peu. Donc, je me suis dit, tiens,
Moi, je vais recréer le board des indépendants et ce board, par contre, il sera cool. On pourra lui poser des questions sans avoir peur de passer pour un nulos. On pourra l'écouter sur un podcast quand on en a envie au lieu de se coltiner des réunions de 8 heures. Bref, ça reste un board quand même assez agréable et du coup, voilà, c'est ça. Toutes les semaines, il y a des épisodes sur des sujets pour muscler nos business solo, qui est quand même une tendance clé, je trouve, que de plus en plus de monde a envie d'entreprendre en solo, mais il n'y a pas non plus tant que ça de matière. Il y a beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, genre lever des fonds, recruter des personnes, tout ça, mais être solopreneur, voilà, donc c'est mon terrain d'étude du moment et c'est ce dont on va parler ce matin, je pense, entre autres, quoi. Ouais, effectivement, on pourra parler également aussi de ton activité sur le podcast et sur le podcast également, pardon. Moi, j'ai plus une question. Alors, avant de parler de tes motivations, justement, pour t'être relancé, petite précision, évidemment, on est sur Twitch, vous avez un espace de commentaires. Donc, tous ceux qui nous suivent et qui veulent nous poser des questions, bien évidemment, n'hésitez pas, on va les prendre au fur et à mesure. Oui, je voulais du coup rajouter un élément, Flavie, sur tes. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à monter ça, à arriver dans cette direction-là? C'était quoi tes motivations et surtout, est-ce que ça date d'il y a longtemps ou est-ce que c'est quelque chose d'assez récent? Ça date d'il y a 3 ans, à peu près. Et en fait, moi, au début, c'était encore la mode. Alors, ma carrière, faut refaire un peu le truc. Moi, je suis une milléniale, quoi, en gros. Donc, à l'époque, nous, on rêvait, on était quand même encore très carriériste et tout ça. Donc, moi, à l'époque, je voulais être PDG à 30 ans, quoi, un truc comme ça. Bon, à 35 ans, je sais plus. Bon, bref, j'ai pas exactement réussi, mais j'ai quand même monté les échelons. Après, la grande mode, c'était créer des startups. Donc, moi, c'est là que je me suis un peu motivée. Il y a eu le Covid, donc j'en ai profité. En gros, je me suis retrouvée d'un quotidien débordé, tout le temps dans des avions, en déplacement, à avoir plus de temps. Donc c'est là que j'ai décidé en side, c'est-à-dire en parallèle de mon emploi, de m'incuber dans un programme d'incubation pour apprendre des choses. C'était à distance. Et voilà. Et du coup, à partir de là, c'était la grande mode de créer une startup. Et puis après, c'est devenu la mode de devenir indépendant. Donc, je me suis dit, voilà, c'était plus socialement acceptable aussi. Je pense qu'alors qu'à l'époque, on m'aurait dit, mais tu quittes ta situation pour devenir freelance, mais t'es complètement folle, ma pauvre Flavie, quoi. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui encore pensent ça. Et moi, ce que je veux montrer, c'est qu'on peut créer des entreprises chouettes tout seul. Ou alors, on peut juste être freelance et c'est bien aussi pour aller s'occuper de sa famille, surfer, je sais pas, faire des trucs. En gros, ce côté équilibre vie pro, vie perso, il a compté. Et tu me demandais les motivations. Il y a eu aussi mon deuxième enfant. Il y a eu le fait que j'ai eu envie de déménager de Paris. Donc, je suis partie vivre à Nantes. Et donc, là aussi, je me suis dit, qu'est-ce qui, dans ma vie professionnelle, pourra me faciliter ce départ? Et clairement, le fait de devenir indépendant, surtout en remote, donc en télétravail, ça permet aussi plus de flexibilité. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, go. C'est l'alignement de planète, je fonce. Moi, j'avais une petite question aussi, Flavie. Tu parles de solopreneur. Est-ce que tu notes une différence avec le terme freelance? Alors, bon, il y a plein de définitions. Je vous donne la mienne. Je ne sais pas si elle est académique, mais en gros, un solopreneur, c'est pas un solo founder. Donc, le solo founder, c'est quelqu'un qui va créer une startup et qui donc tout de suite va recruter, etc. Donc, va vouloir avoir la plus grosse équipe, lever des fonds et tout ça. Le solopreneur, c'est plutôt un entrepreneur solo, certes, mais qui veut garder les choses, je dirais, à échelle humaine. Qui va faire les choses avec peut-être plus de trucs lean, c'est-à-dire pas trop recruter ou recruter plutôt des freelances, travailler avec d'autres freelances et puis automatiser, voilà, se construire une entreprise tout seul, mais sans non plus se tuer à la tâche non plus. Il faut que ça reste quand même compatible avec sa vie. Et là où c'est différent du freelance, je pense, en fait, la plupart des solopreneurs sont freelance. Mais à mon avis, il y a une étape en plus du freelance, c'est la diversification. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je gagne de l'argent en freelançant, je gagne de l'argent grâce à mon média, et puis, je gagne de l'argent grâce à des produits que j'ai dérivés aussi de mon média ou de mon expertise. Donc, en gros, je commence à raisonner presque comme un petit chef d'entreprise où je ne me vends pas que moi, je vends aussi des émanations de mes expertises. Et là où ça devient entrepreneur, c'est que c'est comme si tu avais plusieurs lignes de produits. Et donc, qui dit plusieurs lignes de produits, plusieurs personas, dit des stratégies différentes pour commercialiser tout ça. Et là, ça devient intéressant aussi parce que tu es comme un petit chef d'entreprise. Mais voilà, ça reste plus à taille humaine, je dirais quand même, qu'une start-up. Même si certains solopreneurs, au final, vont se transformer en start-up ou en empire. Genre,
c'est la grande mode des youtubeurs, de machin, Hugo Décrypte et tout ça. C'est finalement des gens qui étaient solo et qui ont une énorme équipe derrière eux qui les accompagne. Qui montent un peu leur propre start-up à leur échelle, quoi. C'est ça. Et alors justement, toi, dans toute cette création, je suppose que tu as dû avoir des challenges et des difficultés forcément que tu as dû rencontrer. Alors nous, généralement, quand on parle à nos freelances, c'est plutôt des difficultés type argent, forcément, des difficultés type trouver des clients, trouver des contacts. Qu'est-ce qui, toi, on va dire, quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as pu rencontrer, toi, de ton côté? Alors, on a tous des problèmes d'argent, mais ils sont juste différents en fonction de notre contexte, j'ai remarqué. Par exemple, si tu es junior, tu vas pas te vendre assez cher, donc tu vas devoir trouver plus de clients pour faire tes objectifs de chiffre d'affaires, et c'est normal. Moi, j'étais déjà senior, entre guillemets, professionnellement, j'étais un peu à mon top, machin, donc j'avais déjà un TJM relativement élevé en ayant zéro expérience en freelance, on va dire minimum 800 euros. D'accord? Donc, c'est confortable, j'ai pas besoin de freelancer tous les jours pour faire mes objectifs, mais l'inconvénient, c'est que ça devient cher pour les clients, 800, 1000, 1200 euros. Donc, tu sors déjà du freelance qui va faire de l'exécution 5 jours par semaine, donc tu vas plutôt avoir des missions courtes ou qui vont durer moins longtemps. Parce que moi, en gros, j'ai fait au démarrage de la prospection, enfin, de la direction commerciale externalisée. Et dans ce cas, il va falloir viser des grosses entreprises parce que ça coûte quand même assez cher de se payer quelqu'un qui a ce niveau d'expérience versus un freelance débutant. Voilà, donc moi, je dirais que c'était plutôt ça. Et puis, mon deuxième problème, ça a été de trouver ma compétence freelançable parce qu'en fait, je me rends compte que faire ce qu'on a fait comme métier avant en freelance, c'est une bonne idée pour se lancer. Ouais, c'est rassurant parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Donc, autant avoir déjà une certitude, genre c'est un métier que je sais faire, je vais le faire en freelance. Mais c'est pas forcément un bon calcul. Parce qu'en fait, peut-être qu'on peut trouver une compétence un peu plus rare, un peu plus demandée, ou se rendre compte que, tiens, sur un secteur d'activité donné, en fait, là, ça paye mieux, ou il y a plus de problèmes, donc il y a plus de pénurie. Donc voilà, moi, je commencerai à vous ouvrir les chakras sur ça en se disant, eh, tiens, si je me permettais un petit pas de côté. Alors moi, je m'en suis permis beaucoup, peut-être un peu trop, parce que j'ai changé plein de fois de compétences freelançables, machin, j'ai testé des trucs. Tout n'a pas fonctionné et je dirais que je suis encore en train voilà, de tester. Et après, les gens n'ont pas besoin de savoir forcément. Je peux faire des missions différentes chez différents clients. C'est ça aussi le truc cool du freelance, c'est que les gens ne savent pas ce que vous faites chez vos différents clients. Donc, vous avez aussi le droit de changer un tout petit peu de métier ou de sphère de compétences entre un client et un autre. Ok, très clair. Et justement, tu parles des missions, donc notamment chez des plutôt gros comptes, parce que tu avais un TJM qui était plutôt élevé pour la moyenne. Comment, en fait, tu trouvais ces clients-là? Est-ce que tu cherchais toi-même? Est-ce que tu t'aidais, par exemple, de plateformes ou de choses comme ça? Alors, j'ai un peu tout fait. Une grosse mission m'est arrivée par mon réseau, ça c'est quand même la classique, mais autant l'utiliser. Et je pense qu'on l'utilise pas du tout assez. Moi, je fais jamais de repasse dans mon réseau en me disant, tiens, comment ça va, bidule, au fait, t'as pas du taf pour moi, alors que je devrais. Voilà. Je me suis mis sur des plateformes aussi. Au début, ça a marché parce que je pense qu'il y a un petit effet un peu nouveauté. Et voilà. Après, très vite, ce que j'ai pas aimé, c'est que c'était un peu généraliste. Les clients, ils étaient un peu, enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur Twitch, mais un peu relou. Enfin, un peu, tu vois, genre un peu dans la consommation. Ça fait un peu supermarché, quoi. On va pas se mentir. Donc, voilà. Et puis surtout, j'avais pas d'offre claire. Donc, comme je disais oui à tout, que c'était tout le temps du sur-mesure. En fait, à un moment, je me suis retrouvée un peu à faire un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Moi, je conseille au début de faire plein de missions, mais après de recentrer. Et puis maintenant, ça m'a pris du temps, mais finalement, au bout d'un moment, c'est mon média qui m'a apporté du business. Et c'est ça l'énorme avantage de se diversifier maintenant pour avoir les fruits plus tard. C'est que, par exemple, j'ai une copine, maintenant je dis copine alors que non, c'est une cliente. Elle m'a entendu sur un podcast. Elle m'a dit, je bosse chez tel client, telle startup, ils ont besoin de ci, de ça. Je ne sais pas ce qu'on va faire ensemble, mais je voudrais qu'on travaille ensemble. Donc, c'est ça la puissance de la marque personnelle, le média, appelez-le comme vous voulez. Et là, quand j'ai eu ça, je me suis dit, ah, je suis trop contente. Ça y est, ça commence à porter ses fruits. Et après, sinon, ce que je conseille beaucoup aux freelances, comme c'était moi mon métier, bah, prospecter. En fait, en freelance, tu n'as pas besoin de beaucoup de clients. Tu en as peut-être besoin de 3-4 par mois, grand max. Donc, choisissez avec soin votre persona, allez le chercher sur LinkedIn, commencez à rentrer en relation, et puis, avec la relation qui se tisse, un moment, quand il aura besoin de vous, il fera appel à vous. Et tu dirais que ça a pris du temps d'ailleurs tout ça en termes de, tu vois, de construction, d'élaboration, de temps de prospection aussi?
Dès la première année, j'ai fait quand même pas mal de chiffres. Non, j'ai trouvé assez d'émissions. En fait, ce qui est bien, c'est si tu trouves une mission longue, par exemple, déjà pour commencer, pour te lancer. Et puis après, tu as le temps de t'améliorer. Mais voilà, chaque mission m'a apporté soit de la preuve sociale, soit une meilleure compréhension du métier de freelance, enfin, il y avait toujours un point positif au final. Enfin, moi, je suis un peu bisounours, mais je me dis, on apprend toujours des trucs comme ça. Voilà, et surtout aussi important, moi j'avais décidé dès le début de pas trop freelancer parce que je voulais garder du temps pour mon média. Donc j'ai freelancé, allez, 2 jours par semaine. Alors c'était pas toujours des mêmes semaines. Parfois je freelançais 4 ou 5 jours parce qu'il y avait un rush et puis après un peu moins. Mais donc je m'étais dès le début fixé, tu vois, un peu une limite. Ce qui aussi, je trouve, incite à choisir des meilleures missions que de prendre le tout venant. Ok, hyper clair. Quand tu dis freelancer, c'est vraiment, entre guillemets, avoir ton activité de freelance, quoi. Être en C'est temps mission, facturable, temps facturable, en genre pour facture. un client. Ok. On précise parce qu'effectivement, tout peut être considéré comme freelancé, c'est-à-dire notamment prospecter. Ouais. Il y a Ouais, c'est activité rémunérée ici, du coup. ouais, non, mais t'as raison. Et tu vois, c'est ça aussi la schizophrénie qu'on a, nous, les indépendants. C'est qu'en fait, on travaille tout le temps. Après, il y a des fois, on travaille pour d'autres et il y a des fois, on travaille pour nous. Et je pense qu'on travaille surtout beaucoup pour les autres et pas assez pour nous. Et, euh, et bon, je fais encore cette erreur-là, hein. Là, encore cette semaine, je finissais des trucs la nuit, tu vois, pour un client, alors que je m'étais dit, je baisse un peu la voilure. Bon, on a toujours quand même un peu des rushs comme ça. On peut pas trop s'empêcher. Non, mais c'est sûr. Enfin, tu t'adaptes un peu plus forcément quand tu es indépendante que quand t'es salarié, par exemple. Mm. Ok, écoute, merci en tout cas de nous avoir un peu plus dit sur ton historique et sur toi et sur ta carrière de freelance. Aujourd'hui, du coup, la thématique, vous la connaissez, elle est indiquée en bas de l'écran. On va évoquer les 10 idées, tes 10 idées pour diversifier notre activité. Alors, on va parler TJM, on va parler productivité, on va parler de certains termes assez spécifiques. Ce qui est intéressant, c'est que ces 10 points, en fait, on va les lister, on va les suivre, et puis tu vas pouvoir nous en parler un peu plus. C'est d'ailleurs quelque chose que tu as préparé en amont, enfin, c'est quelque chose que tu maîtrises parfaitement. Voilà, l'idée, c'est que chacun, avec Margot, on te pousse un point, une idée. Et puis, évidemment, voilà, si la communauté a des questions là-dessus, qui n'hésitent pas à nous solliciter, ou s'ils n'ont pas compris un terme ou autre, on les laissera s'exprimer, bien entendu. Alors, la première idée que tu proposes, toi, c'est de diversifier son activité selon 4 piliers majeurs. Quels sont ces piliers et comment tu les détermines? Moi, j'ai bien aimé en faisant, tu sais, conceptualiser les trucs un peu au fur et à mesure. Moi, j'aime bien les concepts et j'aime pas les gens qui disent, ouais, c'est facile, t'as qu'à te vendre plus cher. Bah ouais, mais t'es sympa, mais genre, je fais comment pour me vendre plus cher? Moi, j'ai besoin de trucs derrière, tu vois, genre de schémas, des petits points, des trucs, étape 1, 2, 3, 4. Donc, moi, j'ai fait 4 étapes. J'en ai un peu parlé dans l'introduction. Moi, j'ai mes 4 piliers. C'est un, mon expertise, donc le temps que je vends. Donc, ça, plus vous le vendez cher, mieux c'est. Plus ça vous fait plaisir, mieux c'est, tout ça. Donc, ça, c'est le un. Ça, normalement, vous maîtrisez, vous êtes là, vous êtes freelance, vous gagnez votre vie grâce à ça, donc c'est OK. Mais on peut quand même améliorer des choses pour que ça soit un peu moins désagréable, un peu plus automatisé. Enfin, il y a plein de choses à faire. Pilier 2, le média. Donc, moi, c'est un podcast, mais vous pourriez créer une newsletter sur votre industrie. Vous pouvez juste poster des trucs sur LinkedIn ou organiser des lives sur Twitch. Le média, c'est cool parce que du coup, vous ne parlez pas de vous en disant ah là là, mais qu'est-ce que je suis génial, vite, travaille avec moi. Mais enfin, c'est quand même une façon de rester top of mind de vos clients, c'est-à-dire d'avoir de la notoriété, que les gens pensent à vous, d'être intéressant. Donc, ça veut dire que vous êtes un bon professionnel et tout. Troisième pilier, c'est le produit. Ça, c'est presque le plus dur. C'est est-ce que j'arrive à transformer mon jus de cerveau, mon esprit critique, enfin donc mes compétences de freelance en un produit. Un produit simple, par exemple, c'est une formation. Vous accompagnez les mêmes clients tout le temps sur le même problème. Est-ce que vous arrivez à templétiser ça, à faire une formation qui souvent se vend plus cher et vous avez surtout déjà un peu de scalabilité puisque vous avez passé quelques jours à créer votre formation et finalement à chaque fois vous la répétez, donc c'est moins de travail que de partir de zéro. Mais les produits, ça peut être, je ne sais pas moi, un template, un SaaS, un petit logiciel, enfin, on peut aller assez loin dans les produits. Et enfin, la dernière étape, c'est la communauté. Et ça, pour moi, c'est important et sous-coté, c'est-à-dire, est-ce que vous travaillez avec des agences qui vous trouvent des jobs? Est-ce que vous travaillez dans un collectif? Est-ce qu'il y a des gens qui vous font de l'apport d'affaires? Est-ce que vous avez des potes freelance sur qui vous pouvez vous appuyer, qui vous aident à supporter les mauvais moments, tout ça? Et c'est la preuve sociale aussi. Bref, c'est tout ce petit support système qui va être autour de vous et qui va vous aider à vous diversifier.
c'est les gens qui vont lire votre média, c'est les gens qui vont liker votre podcast. Voilà. Donc, c'est un peu la petite famille. Et en fait, on peut gagner de l'argent sur ces 4 piliers. Je vous déconseille d'aller vous mettre en mode chercher de l'argent sur les 4 en même temps parce que c'est chaud. Mais bon, par exemple, il y en a qui vont faire une communauté payante, ils vont gagner de l'argent. Par exemple, si vous lancez je sais pas moi, un collectif d'apport d'affaires d'ingénieurs ou de développeurs, je sais pas quel langage informatique, bon, bah, vous pouvez gagner de l'argent. Moi, je gagne de l'argent surtout un petit peu sur le média avec quelques sponsoring ou brand content, c'est-à-dire des marques avec qui je travaille. Et de plus en plus sur les produits, c'est-à-dire que au départ, je ne l'avais pas fait pour ça, mais finalement, le board, ça s'est aussi transformé ça va se transformer en incubateur de solopreneurs, c'est-à-dire accompagner les freelances pour les aider à se diversifier. Et ça, je l'ai fait qu'au bout de 3 ans, quoi. Tu vois, il m'a quand même fallu du temps. Enfin, à la base, mon podcast, il était là pour partager mes étonnements, pour apprendre. Et c'est que plus tard que les gens m'ont dit, tiens, moi, je voudrais bien que tu me formes, nanana. Et là, ça m'a donné l'idée de créer le produit. Ok, donc tu conseilles en fait Bon, ça prend du temps, mais voilà, il faut trouver un peu ce qui nous anime, comment en fait on pourrait créer un petit peu son produit pour se diversifier. Ben voilà, et puis c'est la notion de scalabilité, elle est dans les 3 autres piliers, parce que votre temps, vous êtes limité, mettons, je sais pas, même si vous vendez le plus cher du monde, au bout d'un moment, à, je sais pas, 2000, 3000 euros par jour, vous allez quand même être capé, fois le nombre de jours travaillés, moins les vacances, nanana, vous avez une limite. Alors que potentiellement, les médias, le produit ou la communauté, ça n'a pas de limite. Je dis bien potentiellement, parce que vous n'êtes pas obligés tous de devoir viser le million ou de trucs comme ça, mais c'est ce petit côté rassurant. Et moi, je me suis surtout dit, aujourd'hui, je vais en mon temps bien parce que peut-être que les gens ont envie de bosser avec moi, mais quand je pensais à la réforme des retraites là, à 65 ans, est-ce que les gens voudront bosser avec moi, quoi? Ils vont pas me prendre pour une grosse has-been et tout. Donc, c'est aussi mon assurance vie pour un peu la suite. Et voilà, moi, ça me rassure, en fait. Tu vois, je me dis, j'ai investi pour plus tard et j'ai plus une vision, voilà, dans 5 ans, ça sera bien. Et là, aujourd'hui, j'en suis déjà à peu près à 50% de mes revenus qui viennent des autres piliers que de l'expertise. Alors que l'année dernière, j'étais genre à 90% sur l'expertise et 10% sur le reste. Donc voilà, ça peut progresser vite, mais j'avoue, j'ai été assez énergique sur le sujet parce que moi, je le documente et c'est un peu mon petit challenge. Mais vous aussi, vous pouvez passer de 100% à 90%, 80%. Déjà, 20% de revenus qui ne viennent pas de votre temps, ça vous paye vos vacances. Tu vois? Et moi, ça, c'est un truc dont j'ai souffert, hein, passer de salariat à freelance et être en stress en vacances en me disant je peux pas m'occuper de mes enfants, il faut que je travaille, ou alors je m'occupe d'eux, du coup, je gagne pas d'argent. Ça m'a fait super stresser. Ouais. Et justement, Flavie, toi, tu fais la distinction entre temps synchrone et asynchrone, et tu conseilles de développer justement ce temps asynchrone. Est-ce que tu peux déjà nous dire pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le temps asynchrone et comment justement toi, tu as réussi à le développer? Alors moi, j'adore cette notion parce que en fait, vendre son temps, c'est quand même très bien, hein. Enfin, déjà, ça te permet de gagner de l'argent rapidement, sans mise de départ, sans investissement. Donc, je crache pas dessus du tout. Et vous n'êtes pas du tout obligé de sortir de ça. Chacun vit avec ses propres critères. Par contre, j'ai remarqué que le temps synchrone et le temps asynchrone, c'est pas la même valeur. Temps synchrone, c'est quand vous êtes coincé en réunion avec votre client. C'est quand il vous dit, faut venir au bureau tous les jours de 9h à 17h. Donc, en gros, vous n'êtes pas libre de travailler quand vous voulez. Alors que le temps asynchrone, quand même, vous vendez votre temps, mais vous pouvez faire les choses à un autre moment. Et typiquement, c'est moi la nuit quand je fais mes séquences de prospection, machin, quand je suis tranquille, voilà. Ou ça pourrait être, je veux dire, je vais partir faire des vacances ou des mi-vacances, mi-machin, puis je peux travailler un peu à distance. Ou quand je fais mes podcasts, je les fais quand je veux, tu vois, j'ai pas, quand je fais mon montage et tout, au moment où j'ai le plus envie et tout. Et donc, déjà, si vous arrivez à négocier avec votre client en freelance la maximum de marge de manœuvre sur du temps asynchrone, moins de réunions, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'envoyer des messages, voilà, on peut préparer plein de choses, on peut faire des miros, on peut faire des trucs collaboratifs. Et souvent, les clients, par contre, il faut les aider à comprendre comment on peut travailler mieux en asynchrone, parce que si c'est des entreprises un peu classiques où ils avaient l'habitude de s'appeler tout le temps, en gros, vous devez leur faire comprendre qu'on peut être plus efficace en préparant plein de choses en avance. Ok. Effectivement, donc, en fait, c'est rémunérer différemment son temps, puisque forcément, tu l'utilises différemment, automatiquement. Ouais, puis dans notre mode de vie, il y a un petit côté libre.
Donc, mais bon, si j'ai des horaires imposés, enfin d'ailleurs on n'a pas le droit, je sais, mais si j'ai, enfin en fait je suis pas libre, je me sens pas libre mentalement quoi. Alors que moi avec ce temps asynchrone, je sais que j'ai un crédit de temps à mettre dans mon agenda, mais je peux le mettre quand je veux quoi. Si lundi je suis dead parce que je sais pas, je suis fatiguée, mais j'ai envie de bosser à fond samedi, dimanche. Et en fait il y a plein de gens qui ont des modes de vie comme ça, ben pourquoi pas. Et ça c'est vraiment très agréable. Et je pense que plein de métiers product, développeur, tout ça. Enfin, il y a beaucoup d'asynchrone, donc on peut vraiment encore encourager ce mode de fonctionnement. Ouais, et puis je pense qu'on en a parlé sur nos lives précédents, c'est de plus en plus récurrent avec le télétravail et pas mal de changements de mode de travail. Je crois qu'on peut encore plus aller chercher ce temps asynchrone. En tout cas, la différence, elle est claire. On sait que tu parles aussi donc c'est la troisième idée, on sait que tu parles aussi de trouver sa niche fertile, je cite, hein, pour, pour augmenter sa valeur. Qu'est-ce que tu entends par là, en fait? Comment tu la trouves? Alors là, moi, j'ai beaucoup entendu, comme je te disais tout à l'heure, de faut se vendre plus cher, et je trouve que ça sert à rien de dire ça parce que, enfin, en fait, si tu fais un truc pas super demandé ou très concurrentiel, bah, tu vas pas te vendre trop plus cher que le marché. Les ESN, elles ont leur grille de jour homme, enfin voilà. Par contre, la niche fertile, c'est faire l'intersection entre trois trucs. Donc, euh, un truc que tu sais faire très très bien, qui est un peu rare, donc une compétence rare. Et donc, quand je dis rare, c'est pas juste je suis chef de projet. Ça, c'est pas assez rare. Il faudrait trouver un truc beaucoup plus spécifique, genre j'arrive à coordonner toutes les équipes de content d'une entreprise internationale, par exemple, ce qui n'a rien à voir. Du coup, c'est beaucoup plus précis. Ensuite, on combine avec une verticale métier, si possible en forte croissance. Suivez mon regard, parce que si tu choisis de bosser dans une industrie en faillite, ben, les prix vont faire que baisser, tu vois, c'est normal. Donc, par exemple, je sais pas moi, là, j'ai une copine qui est marketeuse dans la green tech. Donc, green tech, c'est bien ça, les éoliennes, tous les trucs, l'énergie, on se rend bien compte que ça monte, quoi, ça va faire que monter. Et le troisième truc, je m'en rappelle plus du coup. Attends, oui, et ben si, le troisième truc, un problème hyper critique et vital pour le client, parce que qui dit gros problème dit beaucoup d'argent, enfin, ou en tout cas, il va se motiver plus facilement. Donc, par exemple, les problèmes must-have versus les problèmes nice-to-have. Et ça, on l'a beaucoup vu avec le Covid. Tout ce qui était nice, c'est sympa, mais on n'a pas besoin vital. Ça dégage parce qu'il fallait écrémer un peu les dépenses et tout. Donc, les must, c'est vendre, c'est recruter, c'est créer un produit, le délivrer, enfin, coder, enfin, tous ces trucs-là. Et donc, voilà, chercher un besoin hyper spécifique. Et voilà. Et donc, faut faire des expérimentations. Moi, j'en ai fait plusieurs. J'ai plusieurs exemples. Par exemple, à un moment, je m'intéressais au Web3. Donc, j'avais vu que ces entreprises du Web3, personne ne comprenait rien à ce qu'elles faisaient, qu'elles avaient besoin de clients et que moi, j'étais directrice commerciale et que je connaissais bien cet univers. Donc, j'ai fait quelques missions de directrice des partenariats pour ces boîtes-là. Donc, ça, c'était pas mal tant qu'il y avait de l'argent. Et après, il y a eu moins d'argent. Donc, je me suis dit, bon, là, c'est un peu plus critique, il faut que je change de truc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme niche? Enfin, il y en a plein d'exemples. Si vous avez des questions, d'ailleurs, dites-moi, je vous la trouverai. Mais en gros, faites vos trois listes. Tout ce que vous savez hyper bien faire, d'hyper spécifique. Vos secteurs d'activité préférés, même si vous avez bossé une fois, mais vous avez repéré qu'il y avait un potentiel. Et puis, les problèmes des clients. Et un autre exemple, tiens, un exemple simple, plutôt que directrice commerciale qui est très lambda, j'ai remarqué que, par exemple, les webinars des gens étaient très mauvais, souvent, donc des entreprises, tu sais, des webinars. Moi, j'étais podcasteuse, donc je savais bien animer un webinar éditorial avec des bonnes questions et tout. Mais comme j'étais directrice commerciale aussi, je savais comment faire venir les clients et comment les concrétiser. Donc, un jour, j'ai vendu des webinars commerciaux que j'ai tout organisé pour eux. Et en fait, le problème derrière, c'est que les gens ont très peur d'organiser un webinar parce que c'est hyper compliqué, ce qu'on est en train de faire ce matin. Il y a la technique, il y a la régie, il y a le stress, il faut savoir parler, etc. Donc en fait, tu vois, c'était une mini niche fertile et j'ai vendu ça. Et moi, en plus, je me suis éclatée parce que c'était comme faire mon podcast, tu vois, et avec des clients sympas qui étaient à la fin, mais c'est génial, merci, tu nous as bien aidés. Donc voilà, ça peut être une grosse expertise ou un petit truc. Et moi, ça m'a fait rentrer peut-être 10 000 euros comme ça de plusieurs petites missions médias. C'est marrant parce qu'on devrait se lancer du coup, nous aussi. On devrait. Avec Bon, Margot, voilà, tu peux te recycler. J'ai germé des idées.
C'est clair. Alors, je vois qu'on a une question sur le forum. Elle sera peut-être liée plus au quatrième point. C'est une question de Aladin Seraoui qui nous demande en fait, bah, tu fais beaucoup de choses, du podcast, des posts, des produits digitaux, newsletters, etc., etc. Comment tu fais pour te focus? Comme tu disais, tu fais tout en solo, donc comment tu privilégies tes tâches? Et Mm. alors, je me demande si ça rentre pas un peu dans les thèmes d'après, parce qu'il y a notamment la productivisation, etc. Oui. Donc, je pense qu'on va en parler au fur et à mesure, à mon avis. Eh Comment ben, je vais. Bon, faut que j'aille un peu vite parce que je n'avais pas vu le temps passer. Mais voilà, alors. Donc, première chose, votre expertise, même si elle vous rapporte 90% de votre argent ou 100%, il faudrait pas qu'elle prenne 100% de votre temps. Suivez mon regard. En gros, vous allez garder le même prix, mais vous allez gagner du temps sur quand vous délivrez. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, pour gagner du temps, euh, packager. Moi, maintenant, je dis plus, je vends plus les journées. Quand je fais de la direction commerciale externalisée, je vends un package à 4 000 euros par mois qui inclut des livrables. Donc, X rendez-vous client, X machin, X livrable. Enfin, c'est hyper détaillé. Il y a même marqué combien de temps de coordination client on a. Une demi-heure par semaine, j'ai mis, tu vois, de call pour pas commencer à s'appeler tous les jours et tout. Et voilà. Et en fait, le client, il achète des résultats. Il achète pas, il s'en fout de savoir à quel jour je travaille et tout ça. Par contre, bah, bien sûr, il faut quand même que je travaille pour faire les résultats parce que ça se fait pas tout seul. Mais voilà. Et depuis que je fais ça, ben, ça se vend beaucoup mieux. En fait, c'est beaucoup plus clair ce qu'il y a. Voilà. Et donc, j'ai listé les trucs. J'ai enlevé ce qui sert à rien. C'est ce que j'appelle avec mes potes freelance la shrinkflation. Donc, on en parlait beaucoup dans le Covid. C'est quand ils ont mis les chips, comment dire, ils ont gardé le même prix pour les paquets de chips parce que l'acceptation des prix était délicate en période d'inflation, mais ils ont enlevé de la quantité de produits. Donc, on continue à acheter des chips, mais il y en a un peu moins. Il y avait peut-être 90 grammes au lieu de 100 grammes. Ben, moi, j'ai fait pareil avec mes prestations de freelance. En fait, j'ai dégagé tout ce que moi, je trouvais utile, mais que le client m'en parlait jamais, ça n'avait pas l'air d'être important pour lui. Donc, ça, tu peux le faire. Comme ça, tu fais un package d'offres où, en gros, tu as la même valeur, enfin 80% de la même valeur, mais ça te prend un peu moins de temps. Donc, j'ai fait ça. Donc, ça m'a permis d'être plus asynchrone et d'avoir plus de temps pour faire mes médias et mes posts et tout ça. La deuxième idée, donc je crois que c'est productiviser, c'est encore aller un petit peu plus loin. Enfin, je sais pas si je continue, tu me dis, Oui, hein. oui, tu peux y aller. Alors, c'est vrai qu'effectivement, tu avais parlé de packaging, tu avais parlé aussi de Mm. productiviser. Voilà, donc packaging, c'est on fait plus de devis sur mesure. C'est genre j'ai 3 packs et puis bah, c'est à prendre ou à laisser, puis voilà comment je fonctionne. Et en fait, ça vous paraît surprenant, mais ça va vraiment rassurer le client. Moi, les trucs sur mesure, quand je vais au resto, s'il y a une carte avec 70 plats, je suis complètement. Enfin, moi, je prends le plat du jour, en fait. Enfin, tu vois, il y a plein de clients qui sont comme ça. Genre, choisir entre deux choses, c'est déjà pas mal. Après, productiviser, ça va encore un peu plus loin. C'est est-ce que sur votre temps de travail, vous pouvez déléguer certaines choses que vous faites à une machine, un template ou à votre client. Donc, typiquement, moi, quand je travaille avec d'autres freelances, ils me font travailler. C'est-à-dire, je veux prendre un coaching avec un freelance expert sur je sais pas quoi. Il va me faire d'abord faire un diagnostic pour construire mon machin. Ensuite, donc ce diagnostic, c'est un typeform. Ensuite, lui, il va analyser les réponses et après seulement, on va se faire des sessions de coaching. Donc, il a déjà productivisé une partie du temps puisqu'il me fait moi travailler. Il fait travailler une machine. Il a peut-être automatisé des trucs derrière. Donc, pour productiviser ou semi-productiviser, appuyez-vous sur de l'externalisation à des outils, quoi. Je ne sais pas si c'est clair. Ça peut être des intelligences artificielles aussi, par exemple, pour organiser des trucs pour vous. Donc ça, c'est vraiment un niveau, quand on est là, déjà, tu es super, super expert. Je vous rassure, il n'y a que 1% des freelances, enfin, je ne sais pas combien qui ont fait ça. Mais j'avais vu des super exemples, par exemple, une designer que je suis sur LinkedIn, que j'adore, qui s'appelle Manon Verbeek. Elle a un designer, c'est vraiment compliqué d'externaliser parce qu'en gros, on te paye pour ton cerveau et ta création. Elle avait créé des templates pour tout, pour ses clients. Et puis après, une fois qu'ils avaient appris le template, rempli le questionnaire avec tous leurs besoins de marque, leurs briefs, alors seulement elle les voyait en rendez-vous. Donc elle avait gagné déjà moitié du temps sur son temps de prestation. C'est comme ça qu'on se dégage du temps sur ces médias, quoi, pour répondre un petit peu à Aladdin. Très clair. Oui.
Très clair. Donc en fait, tu transformes ton expertise vraiment en produit pour donner une certaine visibilité aux clients, ça va le rassurer. Et d'un autre côté, tu délègues en fait une partie de toi, en fait, ta mission. Est-ce que tu peux nous en dire justement peut-être aussi un peu plus comment toi, tu as réussi à déléguer une partie de ton activité pour en fait être plus productive? Alors moi, je suis encore un bébé en délégation. Franchement, je fais encore beaucoup de choses moi-même. D'ailleurs, les gens, ils me disent, ah bon, mais c'est toi qui fais tout ça? Bah ouais, c'est moi. Enfin, genre, j'aime bien aussi, c'est le côté artisanal du freelance que j'ai pas envie de perdre. Après, je pense quand même, conseil numéro un, si vous êtes en société, tout ça, bah, en plus, vous pouvez vous permettre d'investir, mais c'est avoir un assistant virtuel, par exemple, donc qui est quelqu'un de bien réel. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle assistant virtuel, mais genre, ça coûte à peu près 500 euros les 10 heures. Et ça, c'est hyper utile. Ces personnes peuvent vous faire de la gestion de projet pour vos clients, peuvent vous répondre à des mails, en fait, peuvent faire plein de choses bien. Moi, Maxime, avec qui je travaille, il fait du podcast management, c'est-à-dire qu'il il me publie mes épisodes, il me fait mes vignettes et tout ça. Donc, ça me fait quand même gagner du temps sur des trucs que j'ai déjà fait 1 million de fois. Donc, ça, c'est hyper bien. Et puis, plus ça va aller, plus il va pouvoir monter en puissance et m'aider. Et justement, si vous avez un business diversifié, ça veut dire qu'à chaque fois, vous multipliez les contacts. Parce que moi, mes clients en freelance, mes clients médias et mes clients produits, c'est 3 pipelines de clients différents. Donc, c'est vrai que ça rajoute un peu de complexité. Donc, faire tout ça tout seul, ça serait, à terme, c'est un peu l'assurance de se cramer. Voilà, mais vous pouvez y aller progressivement. Vous pouvez prendre, je sais pas moi, une mission avec un freelance, une demi-journée. Moi, j'avais fait une demi-journée Notion avec une experte no-code qui m'avait paramétré mon espace. Enfin, voilà, des fois, on parle de quelques centaines d'euros pour gagner un temps fou, en fait. Donc, moi, j'aime bien aussi, et j'adore bosser avec d'autres freelances, évidemment. Eh ben non, mais t'as raison, effectivement. Mais je trouve que les arguments sur le packaging et la délégation sont hyper intéressants. D'autant que la délégation, comme tu le dis, on voit souvent un coût financier. Donc, on se dit souvent, en fait, si je le fais plus moi-même, je fais appel à une personne, je fais appel à quelque chose. Euh, je fais référence notamment beaucoup, tu vois, à ceux qui font du contenu, notamment en vidéo, les vidéastes, tu vois, par exemple, qui sont filmés à certains endroits. Bah, en fait, on se rend pas compte, mais pour être actif sur leur réseau ou autre, ils sont obligés de déléguer à fond et forcément, ça coûte. Donc, si t'as pas un ROI rapide, ça peut te faire un peu peur. Donc, tu as plutôt tendance à faire les choses toute seule. Ouais, puis pensez aussi à votre ROI rythme de vie, quoi, parce que moi, ça commence à bien faire les journées, en fait, plus les nocturnes, plus machin, reprendre le Mac après avoir couché les bébés. Enfin, tu vois, à un moment, tu te dis, bon, ben, 500 balles par mois, ben, j'ai qu'à vendre un petit peu plus cher mon TJM, 50 euros, puis voilà, c'est amorti. Pensez à vous, parce que on n'est pas free pour non plus être sans cesse en surmenage. C'est quand même, je pense, un gros risque qu'on a. Parce qu'on vend notre temps, on est toujours un peu dans cette notion de je veux en faire plus, je suis un peu un surhomme, je veux gagner plus, ou alors j'ai peur de ne pas gagner assez. Donc, prenez soin de vous aussi, quoi. Non, tu as raison. On a une remarque complémentaire de Aladdin, ou Aladdin, encore une fois, désolé pour le prénom. La remarque complémentaire, c'est de dire justement, toi, tu as parlé de la shrinkflation, il dit tu es une adepte du under-promise et du over-deliver, quelque part. Évidemment, du coup, c'est assez bien résumé. Comment tu fais coïncider les deux, du coup? Quelle est ta clé, on va dire, là-dessus? Alors, je suis une adepte, mais je le faisais pas si bien que ça, en fait. Ça, c'est mon côté bon élève. J'avais tendance à faire l'inverse, à dire que tout allait bien se passer et tout ça. Et ça, c'est vraiment pas bon, ça, en freelance, j'ai compris à mes dépens. Et maintenant, je fais l'inverse. Donc, j'ai un package très clair avec ce qui a marqué dedans. Comme ça, les gens sont pas déçus parce que, voilà. Du coup, j'ai enlevé des trucs que je me garde pour faire comme des surprises, des sortes de petits cadeaux, mais que je sortirai que de mon chapeau au moment venu. Et quand je fais mon premier call client, ça a tout changé. Maintenant, je dis, enfin, limite, c'est presque, je raconte tout ce qui peut se passer de pire. Je lui dis, ouais, bah écoute, faut qu'on voit, hein, parce que peut-être que là, ça va pas être rentable, cette mission, parce que ça, il y a ça comme difficulté. Je pense qu'on va avoir tel problème. Tu sais, avec mes missions d'avant, souvent, j'ai eu ça comme problème, ou en gros, le mois 1, tout roule, mais le mois 2, 3, c'est souvent plus compliqué, puis après, on monte la pente. Donc, en gros, vraiment, je raconte tout ce qui peut se passer réellement de bloquant dans une mission, et il y a toujours des points critiques. Et j'ai remarqué que souvent, le client, il se dit, bon, bah, ça le rassure, quoi. Il se dit, voilà, je suis prêt parce que en fait, elle est capable de comprendre les difficultés, elle va m'accompagner dans le truc. Et depuis que je fais ça, ça se passe quand même mieux.
Et quand il y a des vraies difficultés, du coup, je le dis. Et je lui dis, bah, tu vois, là, on est dans le dur parce que c'est exactement ce que je t'ai dit, c'est en train de se passer. Voilà. Donc, c'est peut-être ça, under promise, over deliver, je sais pas. Après, chacun va le faire en fonction de son expertise freelance, quoi. Ouais, donc l'idée, c'est vraiment de réussir avec son expérience à faire coïncider les deux. Je pense que ça prend un peu de temps. Et puis, il faut réussir aussi voilà, à l'adapter à peut-être aussi ce qu'on va faire en termes de niche fertile ou des choses comme ça. Mais c'est-à-dire, voilà, en fait, c'est un tout. C'est pour ça que pour moi, c'est des piliers, ils sont interdépendants. Parce que si tu te minimises comme ça alors que personne te connaît, ben, la personne, elle va te dire, mais c'est qui celui-là? Enfin, vas-y, dégage, quoi. Alors que si tu te minimises, alors que tout le monde te connaît parce que ils ont écouté déjà 10 épisodes de podcast et qu'ils connaissent déjà ta valeur, ça passera tout de suite mieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, j'ai envie de dire, créer son solo média aussi, ça sert à ça. C'est que, ben, tu as déjà prouvé ta valeur. Du coup, tu n'as pas à te reprouver à chaque call client et tu peux vraiment plus être dans l'écoute et t'es pas obligé de bomber le torse, en fait, parce qu'il y a déjà des médias quelque part qui font ça pour toi, quoi. Bah, justement, tu parles de solo média. Je pense que tu es bien placé pour nous en parler. Tu conseilles en 7e idée de le créer et donc, en fait, d'être un peu la vitrine de ce que tu vas proposer. Et il y a plein de façons différentes de le faire. Il y a via plusieurs canaux. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette idée-là et nous parler justement de ce média? Ouais, et moi, en plus, c'est important parce que quand je dis solo média, souvent les gens, ils ont peur, ils pensent influenceur et tout Ah, ça, c'est et ça, ouais. c'est pas du tout, du tout ce que j'ai en tête. Je vais vous donner des exemples très concrets. J'ai un copain podcasteur qui est copywriter, donc comment on dit, rédacteur pour des SaaS B2B, donc c'est vraiment hyper précis. Donc c'est peut-être une niche fertile d'ailleurs, hein, parce que ça marche bien. Donc il écrit les sites pour faire plus de conversions sur les SaaS B2B, c'est hyper crucial. Lui, il a créé un podcast qui s'appelle SaaS Club. Donc c'est hyper précis. Enfin, genre moi, je l'écoute pas parce que je suis pas manager d'un SaaS, mais il fait des interviews avec des meilleurs SaaS qui ont réussi, il décortique tout et tout. Pourquoi il fait ça? C'est pas pour avoir des millions d'écoutes sur Apple Podcast. Parce que bah, ses clients cibles, ils vont écouter ça, ils vont se dire, attends, le mec, il a tout compris. Et surtout, lui, il rencontre des clients potentiels à chaque fois qu'il fait une nouvelle interview. Et c'est plus facile de se vendre quand on a passé comme ça, comme nous, 1 heure en petit-déj, en machin, que quand on ne se connaît pas. Donc ça, c'est malin. Vous pourriez tout à fait faire quelque chose de confidentiel, mais qualitatif, qui vous permet de rencontrer vos prospects ou qui vous permet juste d'avoir un bon portfolio, quoi. Parce que vous pourriez d'ailleurs faire juste 5 épisodes un peu éternels sur 5 sujets clés de votre industrie, ça suffirait. Vous n'êtes pas obligé d'en publier toutes les semaines. Après, j'ai un autre exemple, c'est moi, quand j'avais cofondé là, mon collectif de Web3, j'avais créé un 2e podcast sur le Web3 où je suis allée interviewer des freelances qui travaillaient dans ce domaine. Et en fait, ça nous a permis de développer la communauté parce que du coup, il y a plein de freelances qui l'ont écouté et, voilà, et du coup, de grossir les rangs du collectif. Donc, c'était un autre objectif. Et puis, dans les médias, par exemple, vous pouvez écrire un livre. Moi, souvent, je vois des gens écrire des livres avec leur expertise. C'est une façon de productiviser. Et derrière, si vous envoyez votre livre à un PDG en disant, bah tiens, moi j'ai écrit un livre sur le sujet de je sais pas quoi, vous allez vous vendre plus cher ou ça va être plus sympa comme façon de prospecter. Donc ça, c'est voilà, pour moi, le média, c'est hyper varié. Et pour la petite histoire, le board, à la base, je l'ai créé juste moi pour apprendre, pour devenir une meilleure freelance, mais j'avais aucune vocation commerciale avec le board. C'est que 3 ans plus tard que finalement, maintenant, je m'y dédie beaucoup. Et au départ, ça n'a rien à voir, le board, avec mes missions commerciales. Ok. Donc effectivement, changement drastique avec ce que tu faisais. Alors, il nous reste 3 idées qu'on va essayer de faire rapidement. Alors, il y en a une que tu as déjà évoquée, en fait, hein, c'est le développement du produit scalable. Sous-entendu, économie d'échelle, finalement, c'est quand tu industrialises, bah, automatiquement, tu fais un produit qui, finalement, te coûte de moins en moins cher pour moins de temps utilisé. J'ai le sentiment que c'est ça que tu nous transmets. On peut peut-être passer, dans ce cas, au terme suivant, à l'idée, la 9e idée. Tu dis que de ton côté, justement, pour continuer de diversifier sa productivité, il faut mettre en place un apport d'affaires. Et tu parles également d'affiliation, de monétisation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus?
Mais ça, c'est un peu le pilier communauté que les gens comprennent pas trop. Mais en fait, vous pouvez le faire de deux façons. Soit juste un apport en nature, soit un apport financier. Typiquement, un des trucs pénibles quand on est freelance, c'est prospecter. Si vous trouvez un binôme qui travaille exactement sur la même niche que vous, avec le même genre de clients qui sont vos commanditaires, mais qui fait un métier non concurrent, par exemple un dev, et puis vous êtes product manager, mais vous bossez sur les mêmes personas, vous pourriez, si vous entendez bien, à chaque fois que lui va en mission, il pourrait vous placer lui. D'accord? Donc, en gros, il vous apporte des clients sur un plateau. Donc ça, c'est pas mal parce qu'il vous connaît, il connaît bien vos clients et tout, vous entendez bien, donc vous pouvez faire équipe. Ça, c'est l'apport d'affaires en nature. Mais vous pouvez aussi, si vous avez, je sais pas, vous placez des gens ou vous recommandez des personnes, par exemple un développeur qui va recommander d'autres développeurs, ben, prendre 10% d'apport d'affaires, par exemple, sur le montant facturé en freelance de ces développeurs. Nous, c'est ce qu'on fait dans notre collectif Fleet, où en gros, bah, quand on a des missions à staffer, on va dire, ben, quelqu'un connaît quelqu'un qui code en Solidity, qui peut faire ci, ça, ça, ça. Et du coup, si moi, j'en présente un, je vais prendre 10% de la facture. Et bah, 10% de quelqu'un qui a un gros TJM, qui est placé en mission longue chez quelqu'un, bah, c'est en fait déjà assez sympa. Et c'est pareil, ça peut te payer tes vacances. Et l'affiliation, c'est un truc un peu similaire. Admettons que vous travaillez toujours avec des outils, notamment vous les implémentez dans les entreprises. Par exemple, si vous êtes directeur commercial, vous travaillez avec des CRM et vous avez des codes affiliés. À chaque fois que vous mettez un CRM chez un client, vous gagnez X% de sa facture mensuelle. Bah, à la fin de l'année, ça peut vous permettre d'avoir diversifié une partie de vos revenus, entre guillemets, à moindre effort, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est se dire, mon réseau, il peut m'aider et potentiellement, même, il peut m'aider à gagner de l'argent. Et maintenant que tu as donné en fait toutes ces idées-là, je suppose que il faut être capable de limiter donc son temps facturable, c'est ce que tu nous dis en 10e idée, et justement de traquer son temps, ce qui est pas forcément évident pour avoir un petit peu voilà une répartition de où est-ce qu'on se focus finalement un peu plus, un peu moins, etc. Comment tu as réussi toi à t'organiser dans tout ça? Ben, bien sûr, on peut pas faire tout ça en étant 100% en mission freelance, ça c'est clair. Sinon, je serais pas là aujourd'hui. Je pense que je serais en mode, en mode KO là dans mon canapé. Mais moi, j'ai limité à 2 jours par semaine. En gros, mon podcast, ça me prend minimum 1 jour par semaine. En gros, un épisode d'1 heure, ça prend une journée de travail. Il faut comprendre que le média, là, ça prend beaucoup de temps, hein. Vous avez dû voir si vous essayez de rédiger un post LinkedIn, tu dis je vais faire ça en 5 minutes et puis après t'es là, bah non, mais ça va pas, machin, ça prend. Et 1 heure plus tard, t'es là, mince, j'ai toujours pas posté mon truc, quoi. Une newsletter, ça me prend 4 heures minimum. Donc, parce que il y a de la réflexion. Et pourtant, ça fait presque 3 ans, tu vois. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pris Toggle gratuit. Et pendant 1 mois, non, moi, je l'ai fait même genre pendant 3 mois, je crois, parce que mes mois se ressemblaient pas trop. J'ai listé, j'ai compté mon temps par projet dans tout ce que je faisais et par pilier. Expertise, produit, communauté média. Et à la fin, ça m'a fait un portrait un peu réaliste quoi, de mon temps. Je me suis rendu compte que je travaillais trop, que je travaillais tous les jours, que je passais pas assez de temps sur mes projets stratégiques, mes objectifs. Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que chaque trimestre, je me mets un agenda dans Google Agenda qui est plus aligné à mes objectifs. En gros, là, j'ai gardé 1 jour pour mes missions clients, 1 jour et demi, je crois. Et le reste du temps, j'ai fait du time blocking, donc des demi-journées bloquées allouées à certains objectifs. Et là, par exemple, en ce moment, je viens de me mettre là hier une demi-journée par semaine dédiée à construire l'incubateur solopreneur, parce que ça va me prendre du temps, il faut que je fasse plein de choses et tout. Donc, c'est vraiment 3-4 heures de travail dédié. C'est comme ça que je fais. Et puis après, quelques petites astuces. Si vous êtes en mission néanmoins, gagnez aussi du temps sur certaines de vos missions. Par exemple, créer un business case de votre mission en cours. Par exemple, quand vous faites un reporting au client pour lui dire j'ai fait ça, 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 on a progressé sur tel KPI, machin, mais transformez-le tout de suite en business case, c'est-à-dire en cas client, potentiellement anonymisé, potentiellement un peu mieux ficelé dans un PDF et publiez ça sur LinkedIn. Comme ça, vous faites votre pub en même temps que vous faites votre reporting. Et comme ça, votre mission client, elle a financé en partie votre future visibilité. Mais tu vois, ça, c'est des petits trucs qu'on fait pas au début. Et puis après, on se dit, mais attends, ça va pas, j'ai enchaîné 6 missions clients, j'ai été inactif pendant 1 an sur LinkedIn, maintenant, je vais manquer de clients. Donc voilà,
essayez de recycler aussi, genre votre mission client, transformez-la en un poste qui va vous attirer d'autres clients. Voilà, c'est un peu en faisant que vous allez voir que finalement, ces 4 piliers, c'est pas que du travail en plus. Il y a aussi une espèce de cercle vertueux où ça vient un peu se recycler et ça vient un peu s'alimenter les uns les autres, quoi. Ok, eh bien, écoute, je trouve que c'est hyper clair, c'est une super conclusion en plus sur l'ensemble de la thématique que tu portes. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu as vraiment expliqué tous les différents piliers, le côté média, le côté produit, et on en arrive finalement avec la question monétaire, finalement la question de TJM pour ceux qui sont encore en régie ou en assistance technique. Et c'est je pense, la conclusion parfaite. Euh, alors, je vois l'heure, donc il est 9h44, je crois qu'on n'a pas de questions supplémentaires sur le live. Et bien, dans ce cas, je vais alors, si effectivement, il suffit que je dise ça, effectivement, il y a des questions qui apparaissent. Effectivement, une remarque de Nico Enco DevNet, qui effectivement, alors il relève que c'est plus adapté pour des missions au forfait que des missions en régie. Oui, et encore, toi, justement, tu dis que justement, il faut pouvoir adapter ces missions régie, même de plus en plus en forfait, quelque part. C'est aussi un peu ce que tu... Tu vois, moi, j'avais dans mon programme, là, j'avais un CTO externalisé, quoi. Donc, c'est de la régie. C'est quelqu'un qui bossait à temps plein pour un mono-client. Bah, avec les techniques qu'on a vues ensemble, il a réussi à diminuer ses réunions, par exemple. Donc, avoir moins de réunions. Donc, je dis pas qu'il fait rien. Il bosse quand même. Mais du coup, il est moins charrette sur ses projets. C'est plus créatif, tout ça. Et aussi, l'histoire du média se combine bien avec une régie, je pense, parce que tu fais de la veille, tu peux documenter, pourquoi pas publier ça quelque part, peut-être dans une newsletter d'hyper spécialiste. Là, je parlais à un dev qui a développé une newsletter sur React. Maintenant, il a genre 40 000 abonnés dans le monde. Il a pris 2 assistantes virtuelles pour traduire sa news en anglais et pour la poster toutes les semaines. Donc lui, il fait que sa veille. Il est toujours dev et il adore ce qu'il fait. Et il y a des assistantes qui l'aident à publier. Et ça, tu vois, ça, c'est un truc tout à fait, je pense, combinable. Et il a une grande mission longue chez Facebook sur je sais pas quel truc, parce que je me connais pas trop en dev. Mais donc, tu vois, je pense que c'est un bon exemple. Alors oui, effectivement, si tu es en régie, tu vas pas devenir conférencier partout dans le monde et donner des conférences, parce que là, ton client, il va dire, bah attends, voilà. Mais tu peux faire des trucs plus discret de ce genre média, quoi. Parce que finalement, quand tu fais ton média, tu travailles aussi pour ton client. Quand tu fais de la veille, quand tu cherches des techniques, voilà, c'est une forme d'apprentissage qu'il est content de te payer aussi ton client. Ouais, et puis si on complémente ça aussi, on peut rajouter que certains... alors nous, on est beaucoup sur du consulting, donc beaucoup des personnes qui sont développeuses, chefs de projet. On a aussi pas mal de personnes qui sont ont une activité parallèle, mais une activité parallèle qui est peut-être pas forcément liée d'ailleurs à leur activité principale. Et donc, tu as souvent, je sais pas, chez nous, en tout cas, c'est du portage salarial d'un côté et de l'auto-entreprise, par exemple, à côté aussi. Alors, du coup, on est sur une gestion qui est un peu différente. On n'est pas sur sa mini startup qu'on monte, mais on est quand même aussi sur une activité où on sort de son TJM exclusif mission. Tu as parlé du cas des formations aussi. Il y a de plus en plus de consultants qui font des formations à côté. Et puis, dans la thématique de la formation, parce que finalement, ça en fait partie aussi de la formation personnelle, le temps pas freelançable, pour beaucoup, ça va être justement des certifications. Ça va être, tu vas passer des étapes aussi pour s'améliorer dans leur métier. Et c'est vrai que, voilà, effectivement, je comprends que certaines des théories, effectivement, certaines des idées sont peut-être plus attitrées, comme tu dis, à des métiers peut-être moins long terme, en tout cas sur une semaine. Mais dans tous les cas, c'est quand même des conseils qui peuvent s'appliquer même sur des missions à temps plein, en fait. Ouais, puis bon, là, j'ai pas eu le temps forcément de citer tous les milliers d'exemples, mais franchement, il y en a plein. Et ce qui est génial, c'est que ça se prête à tous les métiers. Tu vois, sur l'asynchrone, j'avais une prof de français à l'étranger. Et en fait, maintenant, depuis qu'on s'est parlé et tout, elle fait de l'asynchrone au lieu du synchrone. Et en fait, ça marche très, très bien pour l'apprentissage parce que comme ça, ils envoient des vocaux, les exercices et tous les élèves quand ils sont les plus disposés à les faire, alors que sur l'heure de coaching en face à face. Et donc, par exemple, un bel exemple de traduction du temps synchrone en asynchrone. Et pour elle, ça lui donne un peu de confort de vie parce que du coup, elle va pouvoir peut-être une après-midi regarder tous les exercices de ses élèves d'un coup et donc être plus efficace comme si elle corrigeait des copies plutôt que de les avoir en égrené. Donc voilà, je pense, écoute le board éventuellement. À chaque fois, je prends des exemples variés avec différents métiers pour montrer que c'est faisable, je pense, quelle que soit le typologie de contrat ou d'expertise, quoi.
Et bien effectivement, la conclusion est parfaite. Écoutez le board. Je pense qu'on pourra en tirer plein de bons exemples et de bonnes pratiques. En tout cas, du coup, je vais en profiter pour te remercier, Flavie, pour ce temps que tu as passé avec nous. Une précision également, c'est que tu proposes, alors on va proposer à tous ceux qui se sont inscrits et tous ceux qui nous ont suivis, évidemment, là on propose des liens, évidemment, pour ton site notamment. On propose également un NFT, du coup, pour avoir accès à tes 10 idées, à tes slides, et puis également à quelques éléments exclusifs. On va transmettre ça, je pense, dans les communications à venir. Voilà, ça fera séance de rattrapage pour certains et ça fera piqûre de rappel pour les autres. Mais en tout cas, voilà, je crois ne rien avoir oublié. Je ne sais pas si tu avais d'autres éléments peut-être à nous, je sais pas, des choses que tu voulais voir avec nous, Flavie, que tu n'as pas eu le temps d'échanger, ou un rendez-vous peut-être à venir. Non, attends, moi c'est le matin. Je suis plutôt du soir, vous avez compris avec le nombre de nocturnes que je me fais. Non, mais c'était super et c'est vrai que moi j'aime bien parler avec vous aussi. Donc là il y avait que les commentaires, mais si vous voulez, moi je suis pas mal sur LinkedIn, quoi. C'est un peu ça ma machine à café pour parler. Enfin tu vois, comme j'ai plus de bureau. Donc franchement, venez si vous avez des questions et en plus ou des propositions pour faire les prochains épisodes de podcast. On se disait ce matin, tiens, qu'on allait faire un épisode ensemble sur le portage et tous ces formats-là que peut-être certains indépendants connaissent pas. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, je prends avec plaisir. Eh ben avec très très grand plaisir. En tout cas, merci encore. Évidemment, n'hésitez pas à LinkedIn, les liens qu'on vient d'envoyer sur les commentaires Twitch. Et puis, voilà, Flavie Prévost, je pense qu'on te retrouve facilement sur Internet également. Merci encore pour ton temps. À très bientôt, j'espère, pour d'autres choses ensemble. Et puis, je voulais remercier quand même aussi notre nouvelle équipe, Margot, évidemment, qui était avec nous, pour laquelle c'était sa première. Avec grand plaisir. Et merci, Flavie. Merci, Margot. Et puis, des remerciements également à Alice, qui est en régie, avec Kelly, que j'oublie pas, mais pour laquelle c'était sa première également. Donc, du coup, voilà, pas mal de nouveautés. Merci à tous en tout cas, et puis à très bientôt sur les réseaux pour un nouveau petit déj freelance. Bonne journée. À bientôt, bonne journée. Salut.